Bonjour. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter un petit peu ton parcours et comment est-ce que tu en es venu à pratiquer ce sport? Alors déjà, je m'appelle Bérénice Tabourel, j'ai 28 ans, je suis une ancienne gymnaste. J'ai commencé la gymnastique très tôt, quand j'avais 5 ans. J'ai arrêté la gymnastique à l'âge de 20 ans parce que je suis rentrée en tant que sous-officier de gendarmerie. Ça manquait énormément la gymnastique, il faut le savoir, et je trouvais pas d'autres sports où je retrouvais ce même type de sensation, on va dire l'adrénaline, le côté un petit peu acrobatique, le côté un petit peu, on va dire, un petit peu terrifiant de l'activité où on se lance dans des mouvements un peu complexes et particulièrement par rapport au bar asymétrique puisque c'était ma spécialité. Et une amie un jour m'a parlé d'une salle à Caen qui s'appelle District 14. Et elle m'a dit, oui, il faut absolument que tu essayes. Je ne sais pas si tu connais l'émission Ninja Warrior. Viens essayer. Je suis sûre que ça va te plaire. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Donc je propose à d'autres copines de la gym qui avaient arrêté aussi d'y aller. Et gros coup de cœur pour la discipline. Donc je prends d'abord un abonnement d'un mois à la salle. Puis au bout d'un mois, les patrons me proposent carrément de m'embaucher en tant que coach à la salle. Donc je réfléchis, puisque je suis quand même gendarme. Donc je me dis, bon, j'ai toujours rêvé d'avoir un diplôme dans le sport et ils me proposent de me payer ma formation de préparateur physique. Donc c'est quelque chose qui ne se refuse pas. J'accepte donc l'offre. Je me mets en congé sans solde pour 2 ans. Et donc, je commence à travailler dans la salle en tant que coach et donc à m'entraîner aussi en tant qu'athlète. Très vite arrivent les premières compétitions qui sont plutôt, on va dire, plutôt des succès. Je me qualifie directement pour les championnats du monde dès ma première année de pratique. Et voilà, et donc vont s'en suivre les premières compétitions internationales. Je vais créer la première section de parcours ninja haut niveau en France qui s'appelle aujourd'hui la section performance. Je vais emmener après le Covid, parce que du coup, il y a eu un petit stand-by avec le Covid, comme dans tous les sports, une dizaine d'athlètes français des mineurs au championnat du monde aux États-Unis. Et suite à ça, j'ai voulu donc m'intéresser à une autre discipline à obstacles, qui sont du coup les courses à obstacles, où là, du coup, donc ça se passe en extérieur et on propose plusieurs distances. Donc il y a le 100 mètres, qui est un format sprint qui est un format réglementé. Les obstacles ne changent jamais, ce sont toujours les mêmes. Le 3 km, qui s'appelle du coup donc le short, et le format standard, qui est plutôt un 12 ou un 15 km. Sur ces deux derniers formats, les obstacles changent à chaque fois. Et du coup, bah, j'ai contacté la présidente française pour savoir si je pouvais intégrer ce réseau au CR. J'ai commencé mes premières courses. S'en sont suivis encore une fois les premiers championnats, d'abord championnat d'Europe, puis championnat du monde. Et maintenant, du coup, bah, le ninja, ça fait depuis 2019 et l'OCR, du coup, depuis 2022. Est-ce qu'il faut, du coup, que je fasse un petit laïus sur la différence entre l'un et l'autre? Alors, du coup, le parcours ninja, je pense que le plus simple et la référence pour tout le monde, ça va être l'émission télévisée Ninja Warrior. C'est quelque chose qui se pratique. Bon, l'émission télé, ça se pratique au-dessus de piscine, à Cannes, en extérieur, mais la discipline se pratique en intérieur et il n'y a pas de piscine, hein, ce sont des matelas en dessous. On découvre le parcours au moment de la compétition, on n'a pas le droit de tester les obstacles avant. Il y a une grosse liberté, on va dire, de création, de créativité pour les organisateurs. Bon, c'est quand même réglementé, on a un nombre d'obstacles sur chaque stage qui va être imposé. Il ne faut pas tomber. Si on tombe, c'est l'arrêt du chronomètre et c'est la fin du parcours. Mais sur le type d'obstacles, ils sont, on va dire, totalement libres de faire des choses même qui n'ont jamais été vues. Voilà, donc ça, c'est le parcours ninja. Le parcours ninja, c'est assez et pas mal développé en France. Nous, dans la salle, par exemple, on compte plus de 300 adhérents. Faut savoir qu'il y a une dizaine de salles en France, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux États-Unis. Eux, ils sont plutôt sur 150, 200 salles sur tout le territoire américain. Course à obstacles, ça se pratique en extérieur. C'est sanctionné par une fédération qui s'appelle la World Obstacle. Comme je l'ai dit, plusieurs formats. Le 100 mètres qui est toujours le même, toujours les mêmes obstacles, ce qui permet du coup d'aller chercher donc des records du monde.
le 3K et le 15 km. Donc, on n'a pas forcément affaire aux mêmes athlètes sur les trois distances. Et cette année, ils rajoutent une distance supplémentaire. Ça sera sur 12 obstacles sur 400 mètres pour essayer, on va dire, d'avoir un plus large panel d'athlètes avec des qualités physiques différentes. Sur l'OCR, donc le 100 mètres, si on chute, on a le droit de recommencer là où on a chuté au début de l'obstacle, à l'inverse du parcours ninja où c'est terminé. Si ça, je parle, c'est pour le 100 mètres. Pour le 3 km et le 15 km, on est muni de trois bracelets. Ce sont des, on va dire, des chutes autorisées. Pour être classé, il faut avoir au moins un bracelet à l'arrivée. À savoir que si je perds, par exemple, 2 bracelets, il m'en reste un. À l'arrivée, du coup, j'aurai 2 pénalités puisque j'ai perdu 2 bracelets. Donc souvent, c'est une pénalité soit de temps, soit une pénalité avec des charges à porter sur un circuit, par exemple, qui va faire, je sais pas, 400 mètres, il va falloir porter un bidon d'eau qui fait 50 kilos, j'en sais rien. C'est un exemple, mais souvent, c'est le cas pour faire la différence entre la fille qui a ses 3 bracelets à l'arrivée et celle qui en a plus qu'un. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Quand on arrive sur une course OCR, on connaît déjà les obstacles à l'avance. Il y a un petit livret qui est sorti avec tous les obstacles, toute la réglementation, alors qu'en parcours ninja, c'est pas forcément le cas. Sur les compétitions internationales, on va juste souvent avoir la veille au soir une vidéo avec la réglementation, mais ça va vraiment tomber la veille au soir au dernier moment. Il va juste falloir analyser en voyant la vidéo ce qu'on va devoir faire, quoi. Et donc concrètement, tu organises comment tes entraînements pour donc le parcours ninja si tu ne connais pas les obstacles et s'il y a une grande liberté de la part des organisateurs, comment toi tu gères ton entraînement? Alors déjà, dans les deux cas, il y a énormément de préparation physique. En plus, je suis préparatrice physique, maintenant c'est mon métier, donc je peux en parler. C'est 4 à 5 séances de musculation en salle par semaine, c'est le minimum. Ça comprend aussi bien le travail du cardio, le travail de grippe, le travail spécifique. C'est divisé en toujours différents cycles en fonction de la période et du rétro-planning, c'est-à-dire que je sais qu'il faut que je sois à mon palier de forme pour telle date, parce que c'est les championnats de France par exemple. Donc je vais partir des championnats de France et je vais revenir en arrière jusqu'à aujourd'hui pour prévoir mon planning et être au mieux de ma forme. Donc ça, c'est le côté préparation physique, on va dire, de manière un peu plus générale, qui convient aussi bien au ninja qu'à l'OCR. Et ensuite, un travail en salle, ça va être du travail de grippe avec les obstacles que nous, on a à la salle. Et c'est beaucoup un travail d'analyse et de gestion du stress. C'est pour ça qu'on s'entoure fréquemment de préparateurs mentaux. Parce que c'est assez compliqué d'arriver sur un parcours où tu connais rien et tu n'as jamais vu cet obstacle. Et c'est à toi d'imaginer comment tu vas devoir le passer. C'est vraiment un travail qui est, là sur le coup, vraiment un travail d'analyse qui est beaucoup plus mental que physique pour le coup. Mais on va dire, plus tes qualités physiques de manière générale ont été développées à l'entraînement, plus tu vas te sentir à l'aise de mettre en place les mouvements qui te viennent en tête à l'instant T en voyant l'obstacle, quoi. Mais c'est impossible de se préparer à 100%. Je ne sais pas vraiment l'obstacle sur lequel je vais tomber sur le parcours ninja. Alors que sur le 100 mètres, la différence principale, c'est qu'on connaît au centimètre près où sont placés les obstacles, la longueur des sangles, combien de pas je fais entre chaque obstacle, si je dois arriver avec la jambe gauche, avec la jambe droite. Je suis capable de fermer les yeux et de te dire, bon, là, c'est pied droit, pied gauche, etc., etc. Et ça donne aussi, alors ça a des avantages en termes d'entraînement, mais ça a aussi des inconvénients, c'est que ça crée une égalité entre les pays qui ont le parcours 100 mètres et qui ne l'ont pas. Malheureusement, en France, on ne l'a pas. On ne peut pas s'entraîner, on va dire, aussi bien que les Philippins, qui sont les précurseurs de la discipline, ou encore les Polonais, ou encore les Américains, qui, eux, ont le parcours, on va dire, standardisé. Et du coup, c'est comme si tu demandais, je sais pas, mon exemple, il va être vraiment large, mais tu dis à un sprinter qui fait du 100 mètres, tu peux t'entraîner, mais que sur de l'herbe. Mais le jour de la compétition, ce sera sur une piste. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça change tout. C'est pas du tout la même chose. Donc nous, c'est un peu le cas en France, c'est qu'on s'entraîne sur des obstacles qui ne sont pas les obstacles standardisés du 100 mètres, malheureusement. Est-ce qu'il y a un obstacle ou une course qui t'a particulièrement marqué parce que elle était très difficile ou parce que tu as pris énormément de plaisir à la faire?
Alors, on va faire un positif, un négatif. Alors, du coup, c'est pas un obstacle, c'est plutôt un événement auquel j'ai participé 2 fois. On va commencer par le négatif, comme ça on terminera sur la note positive. C'est les 2 tournages Ninja Warrior que j'ai fait. Depuis petite, j'ai un gros problème de gestion du stress et de gestion de l'échec. Et je suis arrivée à Ninja Warrior en saison 5 et en saison 6, un peu, on va dire, parmi les filles qui étaient un peu en tête d'affiche, qu'on espérait beaucoup voir en finale. Tout le monde à la salle me disait, mais c'est sûr, tu vas aller en finale, regarde. Laura Mété, qui est toujours demi-finaliste ou finaliste, tu la bats à chaque compétition. Et moi, je suis arrivée avec une telle pression que je ne savais plus où j'étais. J'avais l'impression de ne même pas être maître de mon corps, mais c'est réel, c'est-à-dire que je me rappelle de rien. Je, je sors, je tombe dans la piscine la première année au troisième obstacle, la deuxième au deuxième obstacle, et je sais même pas ce qui s'est passé, je ne sais même pas ce que j'ai fait, je suis pas maître de mes mouvements. Et pour comprendre ce qui s'est passé, j'ai été obligée de regarder la vidéo. Donc ça, c'est le côté mauvais souvenir, c'est des obstacles que j'ai été mais, totalement capable de passer. Et c'est très compliqué. Alors, bah, on va dire que c'est peut-être un problème, entre guillemets, un problème d'ego, mais c'est vrai que quand tu es attendu, quand tu sais que tu fais partie des meilleurs Français sur la discipline, qu'en plus tes coachs, que tu as entraîné des filles dans ta salle qui préparaient Ninja Warrior et qu'elles vont beaucoup plus loin que toi, alors que tu étais largement capable d'aller au moins aussi loin qu'elles, c'est très rageant et c'est difficile de rebondir. Donc ça, c'est le côté, on va dire, négatif. On va dire que l'obstacle en soi, c'était carrément bah, toute la compète. L'émission Ninja Warrior, ça a été un vrai obstacle et ça a été très dur après de revenir à l'entraînement tellement la déception était grande. Et il faut savoir que nous, dans les salles de parcours ninja, quand il y a quelqu'un qui part à ninja, au moment de la diffusion télévisée, on diffuse dans les salles et il y a tous les enfants qui viennent regarder le soir. Enfin, c'est vraiment une grosse soirée qu'on partage tous ensemble avec les adhérents. Et il y a la déception personnelle, mais au-delà de ça, il y a la sensation d'avoir déçu les enfants que tu coaches. Et ça, c'était vraiment horrible. Ça a été difficile de rebondir. Toujours est-il que je me suis fait accompagner d'une préparatrice mentale. Du coup, si elle regardera la vidéo, je lui fais un petit coucou à Céline, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à travailler là-dessus, sur la gestion de l'échec, sur comment aborder une compétition, comprendre pourquoi je fais une compétition, est-ce que je la fais pour moi ou est-ce que je la fais pour les autres, pour qu'ils soient fiers, se donner le droit d'échouer aussi, parce qu'avant tout, c'est quand on échoue qu'on apprend. Et donc, j'ai participé au championnat du monde c'était 2022, de parcours ninja. D'abord dans la catégorie adulte, puisqu'il y a différentes catégories, des catégories d'âge, puis quand on arrive à la majorité, c'est catégorie adulte ou élite, qui est considérée comme la catégorie professionnelle. Étant donné que c'était ma première année, j'étais inscrite en adulte et sur donc, ce qu'on appelle les skills, qui s'appellent des compétences. C'est 4 compétences. Je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. J'ai fait un truc que moi, je trouvais à peu près correct, mais on va dire moyen. J'étais pas franchement fière de moi. À la fin de la compétition, j'allais partir m'entraîner dans une salle américaine pour voir les grosses salles américaines. Et j'ai un Américain avec qui j'avais sympathisé qui vient me voir et me dit, mais tu vas pas partir maintenant? Je lui dis, bah pourquoi? Il me dit, bah t'es sur le podium. Je lui dis, bah comment ça, je suis sur le podium? Il me dit, bah va voir les résultats des skills. Je crois que t'as la médaille de bronze sur les compétences. Je lui dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Et en effet, j'ai remporté du coup la médaille de bronze en 2022 dans la catégorie adulte pour les skills. Donc ça c'était, je pense, c'est un de mes meilleurs souvenirs et une des choses dont je suis plus fière, malgré que ce soit la catégorie adulte et pas la catégorie élite. C'est ce qui m'a un peu relancé et redonné confiance en moi. Et je me suis dit aussi que du coup, quand j'allais à une compétition en l'abordant, bien sûr, il y a forcément un petit peu de pression. Je l'aborde en m'étant entraîné 25 à 30 heures par semaine. Donc il y a quand même des sacrifices bah, en termes de temps investi, en termes d'argent aussi, pour avoir un préparateur physique, un préparateur mental, un diététicien, manger correctement. Enfin, voilà, c'est une vie qui est un peu particulière. Mais j'y suis allée sans espérer et sans être sûre de ce qui allait se produire, en me disant je vais juste donner le meilleur de moi-même et essayer de retrouver cette passion pour l'obstacle que j'avais avant Ninja Warrior. Ça a super bien fonctionné
Et après, bah là, depuis là, j'ai rien lâché, quoi. J'ai rien lâché du tout. Sur le parcours ninja, maintenant, je fais partie des élites. Donc, cette année, donc en 2024, j'ai terminé 24e élite monde, donc chez les professionnels. Enfin, c'est la première fois pour une Française que ça se produit d'être aussi bien classée au niveau mondial. Et sur l'OCR, ça fait 2 années de suite que sur le 100 mètres, je fais un top 10. Et je suis arrivée quatrième aussi au championnat du monde sur le 3 km. Donc voilà, il y a encore des choses à améliorer, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai retrouvé cette envie et ce qui compte, c'est pas rendre les gens fiers ou quoi, c'est avoir donné le maximum et être fier de ma performance. Et c'est le cas, donc ça c'est chouette. Malgré qu'il y ait eu des périodes difficiles, parce que j'ai eu une grosse opération de l'épaule l'année dernière qui a un petit peu entaché ma saison. Mais on est revenu et on a quand même réussi à atteindre l'objectif qui était de faire le top 10 mondial. Donc ça, c'est chouette. Toi, ce qui te plaît le plus dans ce sport, que ce soit en ninja ou en OCR, c'est quoi? Je dirais la communauté. On a une communauté qui est incroyable. Moi qui viens de la gymnastique, alors c'est très chouette, hein, la gymnastique, c'est la compétition, mais il y a parfois un petit côté compétitif, je dirais pas malsain, mais c'est presque intérieurement, on t'apprend à te réjouir quand la nana qui est contre toi, elle tombe de la poutre, tu vois. Là, en OCR et en parcours ninja, c'est des duels. Il y a aussi cette histoire de chute, cette composante de chute, mais on est vraiment mais tous, hein, dans une mentalité où c'est toi contre le parcours et toi contre les obstacles. Et j'ai plein d'exemples de belles images en tête. Il y a quand même un aspect chance aussi, tu sais, quand tu chutes, bon, bah pas de bol, ta main, elle a glissé. Bah, tu chutes contre une nana qui est moins forte que toi, du coup, elle va te passer devant, parce que sur le 100 mètres, c'est des duels. La nana qui est passée devant, elle sait, par rapport à ton temps, vu que c'est standardisé, si normalement tu as un meilleur temps qu'elle ou non. Et il y a un respect à l'arrivée du mur où la nana, c'est presque, bah, elle est contente de t'avoir battu, mais c'est presque, elle est déçue pour toi, parce qu'elle estime, et elle le sait, que tu es meilleur qu'elle, et tout le monde se souhaite vraiment, tout le monde se souhaite vraiment le meilleur. On a vraiment ouais, cette communauté forte, il y a énormément d'encouragement et absolument personne ne souhaite l'échec de qui que ce soit. C'est juste donne le meilleur de toi-même. Et l'objectif de la plupart des athlètes, c'est même pas être sur le podium, c'est aller chercher un meilleur temps qu'à la compétition d'avant. Et pareil sur le parcours ninja, c'est bah, juste pas tomber et voir des athlètes finir le parcours parce que souvent sur les derniers stages, sur les phases finales, il n'y a personne qui arrive à atteindre le buzzer tellement les obstacles sont difficiles. Et comme l'ordre de passage dépend du stage d'avant, par exemple s'il y a 3 stages, si au stage 1 je termine première, au stage 2 du coup je passerai en dernière, ce qui me permet d'analyser les passages des autres filles Ok. avant moi. Mm. Sur le stage 3, même chose. Donc, bah, je vais analyser les passages de toutes les autres et je me dis, oh, il n'y en a aucune qui passe, il n'y en a aucune qui passe. La fille qui va passer avant moi, si elle comprend quelque chose, elle va tout de suite venir me voir et me dire, j'ai compris comment il fallait passer cet obstacle, il faut que tu fasses ça, ça, Ok. ça et ça. Et pourtant, on est adversaires. Et ça se voit pas dans beaucoup de sports. Donc, ouais, je dirais carrément la communauté. Et même au niveau international, on est tous une bande de potes. Beaucoup pratiquent et le ninja et l'OCR, donc on se retrouve bah, pas mal sur les compétitions. Mais là, je vais donner un exemple. Après, parce que je vous en ai déjà parlé, mais bah, les gens le savent pas à la télé. Moi, j'aime énormément l'athlète polonaise Kasia, qui est détentrice du record du monde, qui est devenue une amie. Là, il y a une compétition ninja la semaine prochaine en Italie, puisque j'habite mi en Italie, mi en France, que mon conjoint est italien. Ils vont venir et ils seront à la maison, quoi. On ne prend pas d'hôtel, on s'accueille entre athlètes de différents pays pour payer moins cher et puis pour passer du bon temps ensemble. Et ouais, c'est vraiment ça, la communauté, je pense. Et donc, hormis donc l'athlète que tu viens de citer, est-ce qu'il y a une autre sportive qui, en compétition, t'a marqué parce que, par exemple, comment dire, elle a chuté parce que, mais elle était plus forte que toi, ou enfin, est-ce qu'il y a vraiment une sportive qui t'a marqué ou t'as été mise en compétition avec elle, etc. Alors, des sportifs avec qui j'ai été mise en compétition qui m'ont marqué, et j'ai envie de dire qu'elles me marquent toutes. Après, Casia, c'est une sportive que j'admire particulièrement parce que bah déjà, elle s'entraîne énormément. Donc, j'ai une admiration pour sa volonté et le travail qu'il y a derrière.
Et également, c'est son humilité, en fait. Elle est consciente qu'elle est forte, mais elle te le fait pas savoir et elle te le fait pas ressentir. Pendant les phases de qualification, il n'y a pas de duel. On passe contre qui on veut, à l'heure qu'on veut. Et donc, ça va lui arriver de se retrouver face à une débutante qui vient d'un pays qui a jamais fait de 100 mètres, qui veut juste le tester pour rigoler. Elle va faire son 100 mètres en 36 secondes. Et la nana derrière, elle va faire deux chutes et elle va terminer le mur. Ça fera 1 minute 50 qu'elle est sur le parcours. Casia ne descendra jamais du mur sans avoir attendu que la fille, qui était du coup même pas vraiment contre elle, mais qui faisait sa qualification, soit en haut du mur pour la saluer et la féliciter. Donc ça, c'est le côté humilité et sympathie que j'adore. Ensuite, je dirais, de manière générale, j'adore la mentalité des Américains. Alors, non seulement ils sont très humbles dans la discipline, mais ils donnent énormément de conseils et ils ont une façon de réagir à l'échec qui est très différente de la nôtre. Je pense que nous, en France, mais dans tous les sports, ou que ce soit au niveau scolaire, on te donne pas le droit d'échouer ou de pas savoir. On te fait sentir que tu es nul, que si tu as échoué, c'est que ça va absolument pas. Et récemment, à Dubaï, sur une compétition, une américaine qui s'appelle Jalisa, qui a 17 ans, hein, donc se fait battre par une master, une française, donc qui a plus de 40 ans, qui concourait pour la première fois dans la catégorie élite parce qu'elle glisse tout simplement. Elle était annoncée comme favorite après Casia, donc avec potentiellement un record du monde à la clé également. Et elle chute bêtement en 16e ou 8e de finale, je crois, contre cette nana avec qui elle a plus de 10 secondes d'écart. Donc sur un 100 mètres, c'est énorme. Et elle prend la parole au micro, elle a seulement 17 ans, elle ne pleure pas, elle ne s'énerve pas. Et elle dit, c'est pas grave, je sais pourquoi je suis tombée, je sais pourquoi je suis venue, j'ai seulement 17 ans, j'ai toute la vie devant moi, je me rattraperai la prochaine fois, on apprend de ses erreurs. Moi, les jeunes de 17 ans que j'entraîne en France, on a beaucoup travaillé, il y a beau y avoir un préparateur mental. Dans un cas comme celui-ci, ils n'auraient même pas accepté de prendre le micro. Tellement ils auraient été en colère. Et je parle des jeunes de 17 ans, mais je pense que moi, il y a de ça 2 ou 3 ans, je n'aurais même pas été capable de parler au micro tellement j'aurais été en colère après moi-même et tellement j'aurais été dégoûtée. Et donc, ouais, j'admire beaucoup ça, la façon de garder le calme et de voir les choses et de se dire, ok, c'est pas grave, je rebondis, ce sera mieux la prochaine fois. Parce que c'est facile à dire comme ça en face cam ou sur les réseaux sociaux, les gens qui disent, ouais, on apprend. D'ailleurs, les gens qui vont voir la vidéo, ils vont y penser aussi. Ouais, on apprend toujours de ses échecs. Oui, enfin, faut déjà l'assumer l'échec quand tu t'es entraîné 25 à 30 heures par semaine, malgré que tu travailles, faut l'accepter. Et chez eux, c'est quelque chose qui est naturel et qui est ancré dans leur éducation. Donc je dirais, ouais, les athlètes américains et particulièrement cette petite, quand elle a pris la parole, je me suis dit, waouh, quand même, à 17 ans, chapeau. Qu'est-ce que tu penses de l'intégration donc, de la course OCR au pentathlon moderne c'est une chose qui a été faite en France récemment, qui sera aussi au JO en 2028. Est-ce que tu vois ça comme une nouvelle opportunité pour toi? Alors, bien évidemment que moi, je vois ça comme une nouvelle opportunité. Après, je suis aussi une ancienne gymnaste. La gymnastique, c'était 4 agrès pour les féminines. Donc, je me permets aussi de faire une petite comparaison. Donc, pentathlon 5 disciplines, gymnastique 4 disciplines. Si du jour au lendemain, on m'avait dit, alors que moi, du coup, j'étais spécialiste au barre asymétrique, bon, du coup, les barres asymétriques, c'est terminé. Maintenant, tu vas faire du lancer de javelot. Je dis un truc qui n'a rien à voir, parce que c'est un petit peu le cas du coup pour le pentathlon. On passe de l'équitation à la course à obstacles. Je me serais dit, non mais attendez, je m'entraîne depuis que j'ai 6 ans à monter à cheval. Et là, vous me dites que je vais devoir faire du parcours à obstacles. Ce qui a été au départ un petit peu problématique et soulevé par les athlètes, que ça allait être difficile. Et ça, je comprends tout à fait leurs propos et j'espère qu'il y en a qui verront cette vidéo et je peux comprendre que certains étaient contre le changement. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre pourquoi ce changement a été mis en place. Il a été mis en place pour plusieurs raisons, dont des raisons d'éthique et de respect de la cause animale et aussi d'équité. Aux derniers Jeux Olympiques, donc pas Paris, il y a une athlète internationale qui était pressentie comme l'une des favorites sur l'épreuve d'équitation, donc sur les obstacles en équitation. Son cheval a carrément refusé de faire le taf. Et on va dire elle a littéralement perdu sa médaille à cause du cheval. Elle s'est énervée, elle s'est mise en colère et elle a maltraité le cheval.
Ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit, évidemment, dans le milieu, et ce que je peux tout à fait comprendre, hein. Un cheval, ouais, j'ai envie de dire, ça reste un cheval, et il a été souligné que potentiellement ce cheval avait été stressé lors des phases précédentes de qualification avec une autre athlète qui était moins habituée à monter à cheval, ce qui aurait causé sa réaction un peu bizarre et imprévisible au moment de la compète. Parce que leurs chevaux, ce ne sont pas les leurs, hein, c'est un tirage au sort. Donc ça déjà, niveau équité, Oui, voilà. Après, qu'ils puissent amener leurs chevaux, ce serait aussi pas équitable dans le sens où les pays qui ont plus d'argent auraient des meilleurs ils ont des chevaux. meilleurs. Ouais. Donc il y a aussi il y a aussi ce côté-là qu'il faut comprendre. Et ensuite, il y a l'aspect, on va dire, rendre le sport plus accessible à l'international. Le pentathlon moderne, c'est un sport qui est quand même très ancien. L'équitation, c'est un sport qui coûte extrêmement cher parce que bah, Mm. déjà, ça coûte cher, mais il y a derrière l'entretien du cheval et il faut compter tous les équipements pour pouvoir monter à cheval également. Donc l'idée, c'était aussi d'avancer et pour conserver cette discipline aux Jeux olympiques, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de disciplines sportives qui ne sont pas des disciplines olympiques, c'est décidé par le comité olympique. On leur a demandé de faire cet effort de se moderniser et de trouver un moyen de le rendre plus accessible et peut-être aussi un peu plus visuel et spectaculaire. Et donc, il a été décidé et voté que ce serait la course à obstacles et pour eux, le format 75 mètres qui remplacerait l'équitation. Donc pour nous, athlètes et pour athlètes OCR, c'est une mise en lumière qui est énorme. Pour moi qui suis coach et spécialiste des obstacles depuis 2019, encore plus. Mais je comprends aussi les pentathlètes qui vont changer du tout au tout. Et pour le coup, c'est vraiment du tout au tout. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes muscles qui sont travaillés. Typiquement, là, quand on a commencé le travail il y a 1 an et demi, 2 ans, avec les premiers pentathlètes, c'était des gens qui ont toujours fait de l'équitation, donc qui n'étaient même pas capables de tenir en suspension à une barre. Et là, on va leur demander de se jeter d'une barre à une autre, d'avoir un minimum allez, de 10-12 tractions pour pouvoir être efficace. Donc, ils partent vraiment de zéro. Et pour des athlètes qui sont déjà athlètes olympiques, qui vont entamer leur deuxième ou leur troisième Olympiade, c'est compliqué. Et une Olympiade, ça se prépare sur 4 ans. Mais 4 ans pour préparer une discipline que tu entames du coup de zéro, ça paraît long 4 ans, mais finalement, c'est super court par rapport aux 10-15 ans d'équitation qu'ils avaient derrière eux. Je peux comprendre que ça leur fasse peur. Donc pour moi, c'est du positif, mais je comprends l'angoisse des athlètes olympiques face à cette discipline. Mais je suis sûre que ça va plaire et ça va rendre le truc très très visuel, le fait que ça se passe en duel. Et puis c'est tellement plus facile de pouvoir s'entraîner, je veux dire s'entraîner sur des composantes de grippe et sur de la course à pied. On va dans un parc de street workout ou de calisthénie, il y en a un petit peu partout maintenant dans les villes, alors que pour faire de l'équitation, c'est pas la même chose, c'est pas du tout le même budget, quoi. Finir, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as des compétitions en tête pour plus tard? Est-ce que tu te prépares actuellement? Là, ma saison est en stand-by depuis les championnats du monde au Costa Rica, parce que j'ai participé aux championnats du monde au Costa Rica enceinte. Donc, j'attends un bébé pour le mois d'avril. Donc là, je suis en stop, on va dire. Mais bien évidemment, j'ai quand même en tête une reprise rapide si mon corps et mon bébé d'ailleurs me le permettent, avec les championnats d'Europe en OCR en juin, les championnats d'Europe 400 mètres en Irlande en juillet et les championnats du monde OCR encore une fois en septembre. Donc oui, j'ai déjà toutes ces choses-là en tête, tout en étant bien consciente que il va falloir revenir doucement et faire avec ce que mon corps me permet de faire. Cependant, c'est pas quelque chose qui m'effraie de faire un retour. Bien au contraire, c'est un nouveau challenge. J'ai réussi à prouver qu'après une grosse opération de l'épaule, on pouvait revenir 3 mois après sur le réseau compétitif. Je vais prouver que après une grossesse,
c'est avec un bébé en bas âge, on peut revenir et être en forme. Et de toute façon, je mets un point d'honneur à ce que mon enfant soit élevé et grandisse dans le milieu sportif parce que je trouve que c'est des valeurs incroyables et que pour moi, clairement, c'est l'école de la vie, hein. C'est l'école de la vie. Voilà, donc si, j'ai quand même tous ces projets en tête, malgré la grossesse et la future naissance. Et sinon, bah, autre gros, gros projet, bah, je suis préparatrice physique, donc c'est continuer d'accompagner au mieux mes athlètes, parce que j'ai de plus en plus d'athlètes français, italiens, anglais et américains que je suis en préparation physique, dont de très nombreux. J'ai tous les sports, hein, mais j'ai aussi beaucoup du coup d'OCR et de ninja. Donc, continuer de les accompagner au mieux et que eux puissent performer si à défaut, moi, je ne peux pas performer sur les premières compétitions.